Que se passe-t-il avec les derniers développements de cette guerre, disons les escalades, dans cette guerre en cours? Nous avons appris, grâce à des images satellites chinoises, que l'un de leurs satellites montre comment un avion militaire américain, basé à la base aérienne du prince Sultan, en Arabie Saoudite, a été pris pour cible par les Iraniens. C'est un E-3C AWACS. Oui. Cher, un équipement vraiment coûteux. L'autre concerne les avions E-11A, ainsi que, tu sais, le ravitaillement des F-16 et d'autres appareils de ravitaillement. Wow! D'après ce que tu as vu jusqu'à présent, il semble que l'Iran, malgré de nombreux coups encaissés, tu sais, les États-Unis et Israël frappant les infrastructures énergétiques iraniennes, concentre surtout ses efforts sur des cibles liées aux opérations militaires américaines. Quelle est ta compréhension de la manière dont l'Iran poursuit ce combat? Oh non, non. L'Iran est en train de servir. Et quand je dis servir, c'est un euphémisme pour détruire. L'Iran est en train de servir l'industrie occidentale au Moyen-Orient, ou dans le Golfe Persique, et plutôt efficacement d'ailleurs. C'est juste que, vous savez, le président Win Bigley, alias Trump, parce qu'il win Bigley, comme il le dit lui-même, I win Bigley. Tant pis pour la grammaire. C'est comme ça que je l'appelle maintenant, le président Win Bigley. Il a détruit l'Iran depuis 29 jours maintenant. Chaque jour, il détruit l'Iran. Et l'Iran n'a plus rien. Mais pour une raison quelconque, l'Iran continue de tirer beaucoup de missiles, de drones et tout le reste qui est censé être détruit. J'imagine qu'ils les reconstruisent la nuit. Mais le fait est que l'Iran dispose de suffisamment de moyens pour frapper à la fois des cibles militaires et industrielles en parallèle. Par exemple, 2 aciéries iraniennes ont été touchées par les Israéliens. L'Iran a rendu l'appareil en frappant l'usine israélienne ainsi que 5 autres installations au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Il dispose encore, d'une manière ou d'une autre, d'un nombre assez important de missiles. L'Iran possède donc une énorme réserve de missiles et continue d'en produire, ainsi que des drones. Et vous savez, on voit les vidéos qui sortent de Tel Aviv et d'autres endroits, des missiles qui arrivent. Et quand on considère que les personnes qui laissent passer ces vidéos risquent jusqu'à, je crois, 15 ans de prison de la part du gouvernement israélien, si elles sont prises, ces vidéos sont publiées au prix d'un risque personnel considérable pour leur liberté. Ce ne sont donc pas simplement des gens qui publient pour s'amuser. C'est un risque sérieux qu'ils assument eux-mêmes. Et nous voyons qu'il y a des manifestations de plus en plus importantes qui commencent à Jérusalem, à Tel Aviv et dans d'autres villes contre le gouvernement israélien, menées par des Israéliens, par des Juifs antisionistes et par d'autres qui ne veulent tout simplement pas que cela continue. Il reste une minorité, ne vous méprenez pas, ils représentent encore moins de 20%, mais ils ont grandi, ce qui est un bon signe. Mais au Koweït, je veux dire, le Koweït est assez proche de l'Iran pour que nous ayons effectivement vu des vidéos de drones FPV iraniens avec de très grosses batteries volant autour à la recherche de quelque chose à faire exploser à ce stade. Cela vaut l'effort. Et personne ne leur tire dessus. Rien. Les bases sont simplement des cibles faciles. Et en Arabie saoudite, à Prince Sultan, ce qui était la question au départ, vous savez, j'avais de très bons renseignements, pas de moi personnellement, mais par l'intermédiaire de directement issus de cette base. Il y a 2 semaines, les Saoudiens ont dit à l'armée américaine « Vous êtes livrés à vous-même. Nous ne vous aiderons pas. Nous restons neutres. C'est tout. Débrouillez-vous du mieux que vous pouvez. » Et ces bases, chose intéressante, n'ont pas d'abri. Ils n'en ont jamais construit. Ils ne pensaient pas qu'un conflit durerait aussi longtemps et ils comptaient énormément sur leur système antiaérien.
Ils pensaient que la défense antiaérienne pourrait tout gérer. Eh bien, ces systèmes sont soit à court de munitions, soit à court de missiles intercepteurs, soit ils ont été détruits. Voilà où nous en sommes. Eh bien, le problème maintenant, c'est que l'Iran a les mains libres pour détruire ces bases. Il n'y a plus rien pour les en empêcher. Et c'est incroyable, enfin je ne sais pas comment, mais l'Iran continue d'obtenir des images satellites de ces bases. Je pensais que les Américains étaient les seuls à avoir des satellites dans l'espace, non? Parce que, vous savez, Trump interdit toute imagerie satellite provenant de là-bas depuis plus d'un mois maintenant. Personne ne voit les dégâts. Mais apparemment, il s'avère qu'il y a plus d'un pays avec des satellites là-haut. Et certains d'entre eux pourraient avoir un compte à régler avec les États-Unis, comme, disons, en Ukraine. Je ne dis pas qui le fait, mais apparemment, il y a des gens qui aimeraient, vous savez, faire une sorte de revanche par procuration. Laissons le spectateur deviner de qui je parle. Vous avez des spectateurs intelligents, je pense qu'ils comprennent l'idée. Donc oui, l'Iran dispose d'une capacité de combat assez importante, et des rapports indiquent qu'ils ont frappé des troupes américaines. La 82e division aéroportée arrivée au Koweït. Autrement dit, ils n'attendent pas d'être envahis quelque part. Ils portent la guerre directement là où se trouvent les troupes. Et le Koweït se plaignait d'être attaqué par l'Iran alors que ses troupes sont des invités du Koweït. Eh bien, vous savez, si vous servez de plateforme pour une future invasion, ne soyez pas surpris d'être frappé. L'Iran n'est pas Saddam Hussein, qui est resté là pendant 6 mois en croyant, pour une raison quelconque, qu'il ne serait pas attaqué. L'Iran a déjà été attaqué, et il fait ce qu'il doit faire pour se défendre. Quelle est votre compréhension du fait que Zelensky se rende dans ces États arabes pour les aider? C'est assez incroyable de le voir aller là-bas, car les États-Unis y étaient déjà. Les États-Unis avaient tout dans ces pays, toute l'influence, et ils n'ont rien pu faire. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, Zelensky est perçu comme un super-héros par ces États arabes, venus pour les aider. Quelle capacité l'Ukraine a-t-elle réellement en matière d'aide qu'elle peut offrir à ces États arabes? Eh bien, 2 facteurs entrent en jeu ici. Tout d'abord, salut, tu te souviens de moi? Salut, je suis là. Salut. Zelensky, oui, il n'est plus à la une de tous les journaux. La famine qui s'annonce, la crise énergétique qui se poursuit en Europe. Il va y avoir une famine, du moins pour les classes les plus modestes. D'ici le milieu de l'été, les prix des denrées alimentaires vont doubler, voire tripler, car on s'attend à récolter à peine la moitié de la production habituelle. C'est déjà la saison des semis dans le sud de l'Europe, et dans le nord, les semis commenceront dans une semaine et demie, peut-être 2. Il n'y a pas d'engrais. Ouais. Et sans les engrais chimiques modernes, toute la révolution verte reposait là-dessus, on obtiendrait à peine la moitié des récoltes, voire moins, surtout dans beaucoup de ces régions. Donc il y aura de la famine. Je ne dis pas que des nations entières vont mourir de faim, mais les classes populaires ont déjà du mal à nourrir leurs familles. Vous savez, j'ai un ami, Lorenzo, il est professeur de sciences politiques en Italie, et il me disait, il y a 6 mois, que beaucoup de familles italiennes, pauvres, et même de la petite classe moyenne, ont du mal à se nourrir à partir de la 4e semaine du mois, parce que l'argent est épuisé. Et attendez de voir quand les prix des denrées alimentaires vont s'envoler, car il y aura des récoltes bien plus faibles dans le monde entier, dans de nombreux pays. Alors tu sais, Zelensky a en quelque sorte disparu de la une, et il a besoin d'y revenir. D'abord, parce qu'il veut attirer l'attention, comment peut-on demander de l'argent si on n'est pas à la une? Et ensuite, il ne veut vraiment pas être en Ukraine.
Surtout si la direction russe décide enfin, tu vois, débarrassons-nous de lui. Il a passé le moins de temps possible en Ukraine au cours des 4 dernières années. Zelensky a fait ses tournées en Europe et Namkinsenim. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un dirigeant en temps de guerre qui ait passé aussi peu de temps dans son propre pays que Zelensky. C'est l'exception quand il est chez lui, plutôt que l'inverse. Cela dit, dans quelle mesure Zelensky peut-il vraiment aider? Eh bien, vous savez, il n'a plus de munitions ni d'intercepteurs en Ukraine, sauf dans certaines zones comme le centre de Kiev. Donc, la majeure partie de l'Ukraine est désormais un territoire de survol pour tout ce que la Russie possède. Je veux dire, regardez, les Émirats arabes unis, à moins qu'ils n'aient essayé de monter une sorte de stratagème de tromperie ici, ont laissé le président Mohamed, M. BZ, peu importe, s'en charger. Oui, Monsieur BZ, Mohamed Ben Zayed. Ah, Ben Zayed, c'est ça. Je n'arrivais plus à m'en souvenir un instant. Je suis nul avec les noms. Il a lâché, ce type a lâché, que ouais, ils allaient reprendre les îles à l'Iran avec les Américains. Ah, donc l'île de Karg. La cible sera bien sûr les îles du détroit d'Ormuz, qui ne seront que des cibles pour la chasse aux drones pour quiconque y mettra le pied. J'ai de la peine pour ces gars-là, parce qu'ils vont juste être envoyés dans un hachoir à viande pour rien. Quant aux élites d'Epstein, pour qu'elles puissent violer, tuer et dévorer encore des enfants. Et apparemment, les Émirats arabes unis ont décidé de cesser d'exister, parce que je suis à peu près sûr qu'une fois pleinement engagé dans ce conflit, l'Iran va simplement les raser. Et si vous retirez les usines de dessalement de l'eau, vous savez, enfin, regardez, les territoires trilatéraux qui étaient les Sept-Chesh devenus les Émirats arabes unis. Il y a environ 80 ans, ou même moins, vraiment, pour le public qui ne le sait pas. Ces entités n'étaient rien de plus qu'un petit fort en briques de boue et un petit village avec un port. C'est tout ce qu'il y avait. La majorité de la population arabe de cette région était composée de bédouins, des nomades. Et ces petits villages, avec un petit chef de guerre installé là, sont ensuite devenus ces grandes villes modernes qui ne peuvent pas se nourrir elles-mêmes. D'une part, ils ne cultivent presque rien. Leur production est très limitée. Et d'autre part, il n'y a pas d'eau douce. Il y avait à peine assez d'eau douce pour les villages qui existaient. Et maintenant, ces villages de quelques centaines, peut-être 1000 ou 2000 habitants, sont devenus des villes de 4 ou 5 millions. Si vous coupez les usines de dessalement, vous aurez des pertes massives en un jour ou deux, des gens mourant de soif dans un environnement à 45 ou 50 degrés. Et s'ils entrent dans cette guerre, pour être réaliste, je pense que l'avenir des Émirats arabes unis sera post-apocalyptique, à moitié désert, avec des villes ensevelies. On organisera des visites pour voir quelque chose qui ressemble à Mad Max 2 Le Défi, ou Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, ce genre de paysage, parce qu'ils ne sont pas capables de survivre sans ces technologies. Et s'ils se lancent dans une guerre totale avec l'Iran, bien sûr, toute cette infrastructure deviendra une cible. Instantanément, ce sera une cible. Donc ces entités, à mon avis, vont disparaître en tant qu'entités politiques. Mais ils semblent déterminés à le faire, pour une raison ou une autre. Vous savez, on ne peut pas réparer la stupidité. Ils ont attaqué. Hier, ils ont frappé 2 installations hydrauliques en Iran. Mais jusqu'à présent, d'après ce que nous avons observé, l'Iran n'a pas attaqué d'usines de dessalement ni de réservoirs d'eau dans les États arabes ou en Israël. Il semble que, comme l'a déclaré le commandant, le chef de l'armée iranienne, ils concentrent leurs efforts sur la logistique, les radars, ainsi que sur les forces américaines et israéliennes. Je ne sais pas combien de temps ils vont poursuivre cette approche, car pour l'instant, comme nous en avons parlé, ils ont attaqué des réseaux électriques à Téhéran, par exemple certaines parties de la ville,
Et ils ont également visé des universités. Quelle est votre compréhension du fait que l'Iran ne s'en prenne pas à ces installations, mais cible plutôt des sites stratégiques? Eh bien, hier, l'Iran a adressé un avertissement à toutes les universités américaines et israéliennes situées dans ces autres pays. Ils ont qualifié cela d'avertissement humanitaire. En gros, ils disaient « Partez, car nous allons les détruire ». Ils ont ajouté « Restez à 1 kilomètre de distance pour sauver la vie de vos étudiants ». Donc ils répondent coup pour coup et même davantage, car si 2 aciéries iraniennes sont touchées, l'Iran en frappe 6 en retour. Ils intensifient les représailles, mais en lançant des avertissements, en disant aux gens de partir, contrairement aux Américains ou aux Israéliens qui frappent simplement les installations en espérant faire le plus de victimes possible. L'Iran leur donne l'avertissement « Partez avant que nous fassions tout exploser ». S'ils restent, c'est leur problème. Mais je pense que l'Iran s'en est pris à une grande partie des infrastructures pétrolières et gazières, en représailles aux attaques contre ses propres installations. Ils n'ont pas touché aux usines de dessalement. Il y a une usine de dessalement iranienne qui a été touchée sur l'île de Karg, là où les Américains voudraient soi-disant débarquer. C'est ça, ils n'ont déjà pas assez d'eau là-bas, alors autant détruire l'usine de dessalement, comme lorsqu'ils ont bombardé la piste d'atterrissage. Maintenant, ils ne peuvent plus y atterrir, même s'ils en ont besoin. Quelle planification intelligente, vraiment. Mais s'ils s'en prennent à ces usines de dessalement, tout pays qui entrera en guerre totale avec l'Iran cessera d'exister. Et je pense que les Émirats arabes unis seront le premier exemple, le cas d'école pour tous les autres. Vous savez, Bahreïn, il est difficile de dire si le roi est encore en place, car la révolution ne cesse de gagner en puissance. Ils ont récemment tué l'un des dirigeants ou militants chiites. Ils l'ont torturé à mort. Il y avait des vidéos et des photos de son corps. C'était dans la vingtaine ou quelque chose comme ça, ils l'ont complètement démoli. Donc tu vois, c'est stupide, c'est autoritaire et stupide. Parce que quand ta population est composée à 80% de chiites et qui sont prêts à se révolter, faire ça ne fait que les énerver encore plus. Tu es donc sûr d'avoir une révolution au sein du gouvernement. Mais des pays comme le Qatar, des régions, tu vois, les dégâts, je te le dis, les dégâts au Qatar sont, d'après mon expérience dans la chaîne d'approvisionnement du pétrole et du gaz chez Halliburton et Cameron, puis quand j'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement sur des projets de construction pour Technip, nous agrandissions une partie de la raffinerie de pétrole de Moscou pour produire du E435. Et nous construisions l'une des 3 phases de l'immense usine de GNL de Gazprom Neft à Amour. Donc, je sais combien de temps prend une construction métallique. Je sais combien de temps ça prend pour ces navires. Certains peuvent atteindre 78-80 mètres de long, entièrement fabriqués à la main. Sans parler de la logistique et des cauchemars logistiques quand on déplace des objets de cette taille. Vous savez, je sais combien de temps il faut pour faire tout cela. Et combien de temps il faut, si les têtes de puits sont endommagées, pour les remplacer. Et si les puits eux-mêmes sont endommagés, ce qu'on peut en faire, ou s'il faut forer entièrement de nouveaux puits, les délais que cela implique. D'après les images que j'ai vues des frappes sur les usines de GNL Qatari, on parle d'1 an et demi à 2 ans. Elles vont être à l'arrêt. Et si les usines de GNL sont à l'arrêt aussi longtemps, et si ce sont les têtes de puits, cela pourrait durer encore plus longtemps. Et à mesure que cela se prolonge, il pourrait y avoir bien plus de dégâts. Il pourrait falloir 5 à 7, voire 8 ans pour tout reconstruire. Et ensuite, il faut considérer ceci. Normalement, on extrait l'ammoniac du gaz, on utilise ce gaz pour fabriquer des engrais. Tant que ces installations gazières ne sont pas opérationnelles, il y a des étapes comme le séchage du gaz,
son nettoyage, le débarrasser de la vapeur d'eau, du sable et des autres gaz impliqués, dont l'ammoniac fait partie. Donc, tant que tout cela n'est pas remis en service, on ne produira pas non plus d'engrais à partir de ce gaz. On parle d'environ 30% des engrais chimiques qui disparaîtraient du marché pendant 3, 4, peut-être 5 ans. Sans parler du GNL, qui pourrait être à l'arrêt pendant au moins 1 an et demi à 2 ans. La situation pourrait être bien pire avant que ce conflit ne prenne fin. Ce niveau de désastre déjà infligé aux économies européennes, les économies européennes non russes évidemment et ailleurs, est immense. Mais encore une fois, l'Iran a frappé de manière stratégique et il le fait en parallèle tout en continuant à viser les bases américaines. Il conserve donc une capacité importante, quoi qu'en disent les Américains, et il frappe Israël très très durement. De larges parties de Tel Aviv ressemblent désormais à Gaza. Parler de karma. Donc oui, ils ont d'énormes problèmes, et l'Iran n'a pas abandonné la partie. Il se bat durement, il subit des pertes. Ce n'est pas à sens unique. Mais la plupart des pertes que l'Iran n'a pas subies sont des civils assassinés, parce que l'armée américaine et Israël ne parviennent pas à trouver les cibles militaires, alors ils s'en prennent aux civils comme ils le font à chaque fois. Que penses-tu de ce qui est arrivé au porte-avions Gerald Ford? Il y a eu beaucoup de rumeurs. Certains disaient que c'était un incendie dans la buanderie, que c'était en quelque sorte le principal problème dans ces zones. Mais pour un porte-avions de la taille du Gerald Ford, c'est immense. Comment peut-on imaginer que c'était ça, le problème? Il semble que les rapports montrent que la question est bien plus profonde que cela. Qu'en penses-tu? Écoutez, il y a 2 problèmes ici. Tout d'abord, il y a les toilettes, et ensuite, il y a l'incendie. J'ai interviewé Cameron McGregor. Je ne vais pas dire à qui il est apparenté, les gens peuvent le deviner eux-mêmes. Cameron est un ancien officier de la marine américaine. Je le tiens de lui, et je l'ai aussi entendu de plusieurs autres personnes. Écoutez, les toilettes sont une sorte de mutinerie douce parce que le porte-avions est en mer depuis 11 mois. L'équipage est épuisé, physiquement épuisé. Beaucoup d'entre eux ne sont pas suffisamment formés. Je veux dire, ils sont simplement à bout. Imaginez quelque chose de la taille d'un porte-avions. Vous êtes là-bas pendant 11 mois. La mutinerie douce, c'est que lorsqu'ils veulent rentrer, les marins commencent à faire des choses comme jeter des t-shirts, des cordes et d'autres objets de ce genre dans les toilettes, ce qui bloque les systèmes de filtration. Ensuite, elles commencent à déborder. Environ 80% des toilettes débordent. C'est un problème assez sérieux sur un navire de la taille du Gerald Ford. À propos de l'incendie, j'en ai parlé avec lui et il m'a dit « Est-ce que tu savais? D'abord, les gens ne comprennent pas ça. Ce navire a des milliers de compartiments étanches, donc ils sont hermétiques. On peut les isoler pour que le navire ne coule pas, n'est-ce pas? Il est très difficile de couler un porte-avions. Il n'y a pas d'autre explication à cela. 30 heures pour éteindre un incendie dans une laverie. Et j'ai demandé à Cameron, « As-tu déjà entendu parler de quelque chose comme ça? » Il a répondu, « Non, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de ce genre. Ce n'est pas réaliste. » Très probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été touchés. Quel que soit le missile ou le grand drone qui les a frappés, il a causé suffisamment de dégâts pour provoquer un incendie qui a mis 30 heures à être maîtrisé. Il est difficile de croire qu'il ne s'agissait que d'un seul compartiment qui aurait pu être isolé. Même si le feu s'est propagé, ils ont continué à le combattre pendant 30 heures.